Il est très difficile de s'attaquer à un mythe historique tel que le mythe de Vercingétorix, surtout lorsqu'on éprouve, comme c'est mon cas, pour ce personnage une admiration sans borne. Et les faits sont là. Si on gratte un peu le vernis du roman des livres d'histoire, on découvre avec stupeur qu'on est loin, très loin, de la figure romantique qui prit sa forme définitive à l'époque de Napoléon III, alors que l'on découvrait le site d'Alésia. Alors quoi? Tout est faux? Non, certes non. Mais il a été jugé préférable de garder l'image d'Épinal proche du héros national, plutôt que de lui substituer le vrai Vercingétorix, un personnage infiniment plus complexe. Vous voulez un exemple précis? C'est très simple. La campagne militaire de Vercingétorix, entre le début du soulèvement et la reddition d'Alésia, ne couvre que 9 mois de l'année 52 avant Jésus-Christ. 9 mois que l'on connaît parfaitement. Par contre, on ne sait rien ni de sa date de naissance, ni de celle de sa mort. Les historiens en sont réduits aux hypothèses concernant ce personnage. Et c'est là que, bien modestement, je vais prendre le relais. Il faut savoir que le mot hypothèse chez les historiens se définit souvent par faisceau de preuves indirectes, ou quasi-certitude. Il ne leur manque juste la confirmation d'un écrit contemporain. Une confirmation qu'on sera bien en peine d'obtenir dans le cadre de la civilisation celte, puisque celle-ci n'utilisait que très peu l'écriture. Alors, on va se plonger dans cette période fascinante qui voit s'affronter la civilisation celte, qui la voit s'effondrer aussi, tandis qu'émerge la puissante civilisation romaine. Commençons par le contexte historique. Quelle est la situation en Gaule un peu avant 52 avant Jésus-Christ? Si on regarde attentivement cette carte, on s'aperçoit que Rome s'étend sur tout le pourtour méditerranéen et qu'elle détient des régions essentielles telles que la Narbonnaise, Marseille, la région toulousaine, ce qui lui permet d'être relié à l'Hispanie, la future Espagne, et d'être lié aussi à ces fameuses mines d'étain, de fer, enfin la richesse de cette péninsule. En jaune sont fixées pour l'éternité les conquêtes de César entre 58 et 44. Mais ces contextes ne sont pas fixes. Elles ont évolué. Alors on va les regrouper avec cette deuxième carte, nettement plus précise, qui distingue les différentes incursions romaines entre moins 58 et moins 52. Et ce détail a son importance, car cela prouve que les Romains étaient en Gaule bien avant que Vercingétorix ne prenne le pouvoir. D'ailleurs, on sait, de sources historiques, que César lui-même tenta 2 incursions en Bretagne, en moins 55 et moins 54, des incursions qui restèrent sans lendemain. Quand on connaît la prudence des Romains en général, et celle de César en particulier, on imagine mal qu'il tenterait la conquête d'une île telle que l'Angleterre sans avoir pacifié en grande partie ses positions dans la Gaule continentale. Ce que l'on sait enfin, c'est qu'à défaut de conquête militaire, Rome entretenait d'étroites relations diplomatiques avec la fédération éduenne, par exemple. Les Éduins sont les ancêtres des Bourguignons, situés en actuelle Saône-et-Loire. Et c'est en moins 58 que César vola au secours de ces mêmes Éduins qui s'estimaient être envahis par les Helvètes. Venons-en maintenant à notre personnage, et on va s'intéresser aux origines de Vercingétorix. Dès le départ, on est dans le flou, puisque 3 villes se disputent le privilège d'être la ville de naissance de Vercingétorix. Selon Strabon, il pourrait s'agir d'être né à Gergovie, mais aussi à Nemossos, qui est identifié comme étant l'actuel Clermont-Ferrand, mais aussi dans une région entre Vermonton et le Puy de Corinthe, qui est au sud de Clermont-Ferrand, mais c'est pas très très loin, hein. C'est un triangle, vous voyez, qui est très très proche. Ce que l'on sait, c'est que l'âge de Vercingétorix, en moins 52, est sujet à débat, puisque la seule source est César lui-même. César qui parle d'un adolescens en moins 52, soit en droit romain un homme de moins de 30 ans. On peut donc en déduire une naissance autour de l'an moins 80.
quoique l'on retienne la date de moins 72 par convention. Vercingétorix est le fils de Celtilos, chef d'un des principaux camps arvernes, un des peuples gaulois les plus puissants, et il y fut opposé à Rome à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Son père aurait été mis à mort par les familles aristocratiques arvernes pour avoir tenté de rétablir la royauté à son profit. La royauté avait été abolie et remplacée par un régime aristocratique dans les années moins 120 par Rome, imposant ses conditions de vainqueur, et ils avaient amené en captivité Bituite, le dernier roi vaincu. Ce rejet de la monarchie par les Arvernes valait sans doute autant que la crainte d'une dénonciation du traité passé avec Rome pour rester une source de paix et de profit pour ce peuple depuis 60 ans. Reste le nom. Si on s'en tient à César lui-même, mais aussi aux nombreuses monnaies qui font état de ce nom, son onomastique exact est Vercingétorix, c'est-à-dire XS à la fin. Pendant longtemps, après la redécouverte des Gaulois et de Vercingétorix au XIXe siècle, les auteurs se sont interrogés pour savoir si le mot Vercingétorix était vraiment un nom de personne, ou s'il ne voulait pas dire le chef, tout simplement, en langue arverne. Ainsi, Michelet, lui-même, le nomme dans son Histoire de France le Vercingétorix. Il y aurait ainsi eu plusieurs rois ayant ce titre dans l'histoire gauloise, ce qui expliquerait la relative abondance et la répartition des pièces de monnaie gauloises portant cette inscription. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, il y a beaucoup de monnaies à travers la Gaule qui estampillées Vercingétorix. Trop pour avoir été estampillé, si on considère que Vercingétorix a existé en tant que personnage influent, qu'en 52, il y a eu trop de pièces pour la simple année 52. Mais la difficulté reste cependant que le Vercingétorix portait alors ce nom avant même que celui-ci ne soit conféré le titre de droit. Sa signification serait grand roi des fantassins, ou mieux encore, chef suprême des guerriers. Le terme de fantassin étant vraisemblablement générique. Ou alors roi suprême des guerriers. Ce qui revient à en dire que nous ne connaissons pas le nom de Vercingétorix. C'est quand même un comble. Parlons un peu de sa jeunesse à ce Vercingétorix. Selon Serge Levillon, qui est un historien, Vercingétorix aurait dû probablement, comme de nombreux aristocrates gaulois du temps de César, faire ses classes dans l'armée romaine. Vraisemblablement comme auxiliaire, ce qui fait que lorsqu'il prend les armes contre Rome, Vercingétorix se voit gratifié d'un caractère de fourbe par César lui-même. En devenant auxiliaire, Vercingétorix devient l'un des contubernales, ou compagnons de tente, de César. Il est probablement envoyé par les Arvernes auprès de César librement, à la tête d'un escadron de cavalerie gauloise. On sait que les Romains n'avaient pas de cavalerie, n'appréciaient pas tellement ce corps d'armée. Par contre, ils se servaient beaucoup de la cavalerie gauloise parce qu'ils avaient vraiment vu à quel point cette arme pouvait être puissante. Deux autres éminents historiens accréditent pour leur part la thèse d'un Vercingétorix ancien, ancien chef officier de cavalerie de Jules César. César lui-même va le former aux méthodes de guerre romaines en échange de sa coopération et de ses connaissances du pays, des pratiques de la Gaule chevelue. Il aurait été commandant du corps de cavaliers arvernes réquisitionné au titre des accords en moins 120. Et selon Colin McCullough, qui écrit en respectant scrupuleusement les écrits historiques dans son roman titanesque Les Maîtres de Rome, Vercingétorix aurait très bien pu, vraisemblablement, participer, alors qu'il avait à peine 18 ans, à une des deux fameuses expéditions romaines en Bretagne, dont j'ai parlé tout à l'heure, en moins 58, moins 54, moins 53. Non, moins 58, pardon. Passons maintenant à la guerre des Gaules. Selon César, Gallia est omni divisa in tres partes. La Gaule est divisée en trois parties. Au moment où elle débute cette fameuse guerre des Gaules, il y a les Aquitains, donc en grosso modo la Gaule la plus importante, les Celtes et les Belges. Après la conquête du midi de la France, la Gaule transalpine, donc avec la Narbonnaise, la Toulousaine, etc.,
dans les années moins 125, moins 122, de nombreux traités commerciaux vont être ébauchés et vont ébaucher entre Rome et un certain nombre de tribus des liens puissants. La Gaule comprend alors une petite soixantaine de peuples, dont certains sont très connus, comme les Arvernes, les Éduins, les Sécanes, les Rèmes. La Rème, c'est Rome, c'est autour de Reims. Au total, ces territoires sont très peuplés et comptent probablement entre 9 et 10 millions d'habitants. Voulant peut-être profiter de la situation très difficile que connaît Rome, en moins 52, moins 53 même. Rome a été écrasée en moins 53 par les Parthes en Asie mineure. Crassus, le général romain, a été tué là-bas, et ça avait marqué la fin du premier triumvirat. Le premier triumvirat, c'était Crassus, Pompée et César. S'il y avait le mécontentement de la présence des Romains dans la Gaule, Vercingétorix révoque l'alliance romaine, revendique l'indépendance. Cette revendication, en fait, il reprend le projet de son père. C'est alors qu'il se heurte à l'oligarchie averne, la noblesse, dont son oncle, Gobanicio, probablement un frère de sa mère, qui est peut-être probablement responsable aussi d'exécution de son père, et qui le chasse de la ville. Vercingétorix lève des troupes dans la campagne, puis revient en force quelques jours plus tard. Il mobilise le peuple, s'impose comme le véritable commandant suprême, et il est proclamé roi. Et à ce moment-là, il envoie une série d'ambassades aux principaux peuples de Gaule. Lorsqu'on relate cette prise de pouvoir, lorsque César relate cette prise de pouvoir, il emploie un vocabulaire extrêmement connoté, très significatif pour son lectorat romain. Les mots qu'il choisit sont à la fois très familiers, mais ils engagent aussi de la part de ses lecteurs des réactions attendues. Vercingétorix est présenté comme un homme au pouvoir considérable, mais la phrase qui décrit ses soutiens campagnards utilise des termes propres à le discréditer aux yeux des sénateurs romains. Les termes de César sont en effet ceux qu'il va utiliser pour qualifier les soutiens de Catilina et Claudius qui avaient tenté de renverser le Sénat. César dénie donc à Vercingétorix toute légitimité politique, le présente comme un homme dangereux, un usurpateur en quelque sorte. Durant cette année de moins 53, Vercingétorix va montrer un réel talent militaire et politique, et il va donner du souci à César, qui est alors déjà considéré comme l'un des stratèges romains les plus talentueux. Son action prend deux formes. Il organise la résistance, sous forme de guerre de harcèlement, mais également, il va utiliser la géographie gauloise en recourant à la politique de la terre brûlée. Ayant compris que l'armée romaine était très dépendante de la logistique dans son ravitaillement, il s'emploie à fédérer bon nombre de tribus et à les obliger à brûler tout sur le passage à venir de l'armée romaine. Nous sommes en janvier 52 avant Jésus-Christ. Il va lancer de nouveau de nombreuses ambassades auprès des peuples gaulois pour tenter de les rallier. Il n'hésite pas à garantir l'alliance par l'échange d'otages. Il tente même de s'imposer aux Éduins, mais sans beaucoup de succès. Les alliés des Romains n'aiment pas trop. Enfin, il y a une rivalité énorme entre les Éduins et les Arvernes. Et les alliés des Romains ne sont pas fans à l'idée de passer sous le commandement d'un Arverne. Il envoie un de ses lieutenants, Lucterios, un Cadurque, vers le sud, prendre la possession de la province narbonnaise. Et là, c'est très important stratégiquement. Rappelez-vous la carte, on la revoit à nouveau, cette carte. Là, s'il coupe la province et que la Narbonnaise est conquise par les sympathisants de Vercingétorix, la ligne d'approvisionnement de l'étain, du bronze, de tout ce qui est métaux est coupée. Les Romains n'étaient pas des grands fans de l'approvisionnement via la mer. Ils utilisaient très peu les bateaux, ils n'étaient pas des marins dans l'âme. Ils utilisaient par contre les convois terriens. Et là, s'ils coupaient l'approvisionnement des convois, de tout ce qui était militaire, en gros, toutes les matières premières pour construire les armes, ça posait un très gros problème à Rome. Donc, la Narbonnaise est directement menacée, Vercingétorix gagne sa cause un certain nombre de tribus, et même quelques membres de la fédération éduenne. À ce moment-là, César sent le danger. Il interrompt son séjour dans la Cisalpine, il revient d'Ardar à Narbonne pour tenter de rétablir la confiance. Puis,
comme je vous le montre sur cette carte, cette petite animation, rapidement, il remonte le long de Cévennes enneigées, c'est-à-dire au sud de Gergovie, la capitale de Vercingétorix, ce qui oblige Vercingétorix à se réfugier une première fois dans la ville et à ralentir ses opérations, mais il néglige d'attaquer la ville, il n'est pas armé pour ça. Il rejoint Sens, tout au nord, près de Paris, enfin de Lutèce, et il y retrouve en février 6 légions qui sont cantonnées là pour lutter contre la sédition qui se répand au centre de la Gaule. 4 autres légions qui étaient réparties du côté des Germains viennent nous rejoindre. Nous sommes donc avec 10 légions et César prend en main 10 légions. Vous voyez que 10 légions situées dans des endroits qui étaient censés ne pas être romains, ça paraît compliqué. Donc il y avait vraiment des traités qui intimement reliaient une partie de la Gaule à Rome. Nous allons donc, Vercingétorix va mettre en œuvre sa stratégie, évite l'affrontement direct avec les légions, épuise l'armée romaine par une course-poursuite en créant des abcès de fixation successifs. Et il lui supprime toute capacité à se nourrir sur l'habitant grâce à la politique de la terre brûlée. Voyant César concentrer ses forces, il reprend l'offensive, il va même jusqu'à affronter une tribu alliée des Éduins, histoire de forcer la main à ceux-ci. Il met le siège à Gorgobina, qui est près de Sancerre, donc sur un oppidum, mais Jules César arrive d'Ardard et l'oblige à lever le siège, et lui permet, l'oblige à s'enfuir, et César retisse les liens avec un certain nombre de tribus comme les Rèmes, les Boïens et les Éduins. Ainsi, Jules César finit par arriver au centre de la Gaule, à Bourges, à Varicum, et bizarrement, la ville n'a pas brûlé. Alors là, on s'interroge sur la raison de cette préservation de la ville par les Gaulois. Il faut savoir que déjà plus de 20 villes avaient brûlé. Vercingétorix avait été intraitable, il avait obligé les Celtes à brûler leurs villes, à brûler leurs réserves, etc. Pour cette ville, on se demande pourquoi Avaricum a été préservée. Selon certains historiens, se serait laissé fléchir, et même César d'ailleurs, pense qu'il s'est laissé fléchir par les notables, qui voulaient préserver la ville. Il faut savoir que Avaricum était l'une des plus belles villes de la Gaule, peut-être même l'une des plus grandes, et on peut imaginer que Vercingétorix avait fini par se laisser fléchir. C'est assez négatif pour Vercingétorix parce que ça prouve que ça devient, et César a tout intérêt à le montrer de cette manière, ça prouve que c'était un personnage, un chef de guerre indécis. Par contre, une autre version, celle d'un historien, Christian Goudineau, résume penche plutôt pour une tactique délibérée de Vercingétorix. Il veut fixer les légions, les exposer à la guerre d'usure, dans un siège, sur une place qui est réputée inexpugnable. Le problème, c'est qu'elle ne l'est pas inexpugnable. César est un maître des sièges, et il va très très vite détruire la ville, s'en emparer et la raser de fond en comble, laissant son armée qui a souffert des privations à cause de la tactique de la terre brûlée, laissant son armée pillée et sans aucun scrupule. Cette tactique ayant échoué, Vercingétorix reprend son armée et s'éloigne en se veillant bien à reprendre sa tactique de la terre brûlée et à détruire les ponts, nous y reviendrons. Venons-en aux 2 points d'orgue que l'on va résumer, parce que, en quelque sorte, l'objet de cette vidéo, c'est de parler de Vercingétorix, c'est de faire le tour du personnage, pas de raconter dans le détail l'année de Vercingétorix. Parlons rapidement de Gergovie d'Alésia. Comme je l'ai dit, il s'efforce d'éviter l'affrontement direct avec les légions romaines, et Vercingétorix se débrouille pour, effectivement, les précéder en direction du sud, puisqu'il voit que, visiblement, César essaye de regagner le sud, en détruisant les champs, les villes, les silos à grains, et surtout les ponts. Ce qui oblige César à le poursuivre sur la rive gauche, par exemple, de l'Allier, alors que lui, il est sur la rive droite.
Fidèle à sa tactique, il finit par s'enfermer dans Gergovie, qui est nettement plus difficile à prendre, et César, dans ses commentaires, prétend qu'il a atteint son but, c'est-à-dire de rabattre la jactance gauloise et de redonner du courage aux siens. En attendant, il ne parvient pas, il va effectivement faire le siège de la ville, et il ne parvient pas à prendre la ville. Et même certains auteurs, dont Plutarque par exemple, parleront d'un revers inquiétant de César, le premier véritable revers de César. D'autant que c'est le moment que choisissent les Éduins pour entrer à leur tour dans la guerre et se joindre aux rebelles. Alors là, c'est un gros découragement de César, et celui-ci, et de César et des légions, et celui-ci lève le camp et s'éloigne. À cet instant, Vercingétorix, plutôt que de se précipiter pour reprendre le harcèlement des légions, va devoir être bloqué, va perdre un temps fou en pourparlers, en réunion. Déjà, les Gaulois, un petit peu comme les Français maintenant, ils perdaient aussi beaucoup de leur temps dans les colloques. Il va finir quand même par s'imposer comme chef de guerre de la coalition gauloise à Bibracte, et une grande partie des peuples gaulois est alors unifiée pour la première fois de leur histoire. À cet instant, Vercingétorix est en face d'un dilemme. Il est même probablement, passablement poussé par ses généraux pour en finir avec César. Il pourrait être tenté de reprendre sa tactique de la terre brûlée, mais ses généraux se disent « on est plus nombreux ». Au fond, il a quoi, 50 000 hommes, 50 000 légionnaires. On est censé en avoir 250 000, nous, de soldats. Donc, on devrait pouvoir le battre sur une bataille rangée. Vercingétorix n'est pas fan de l'idée. Néanmoins, il finit par céder, ce qui pourrait prédicter effectivement la version de César qui montre que c'est un chef qui ne sait pas toujours ce qu'il veut. Il va donc regrouper ses forces, mais il n'a pas les 250 000 hommes, il a 80 000 hommes à peu près. Il appelle à tous les peuples gaulois à envoyer des renforts, et ce sera cette fameuse armée de secours qui se présentera avec 250 000 cavaliers, selon César, pour aider Alésia, les Gaulois enfermés dans Alésia, mais ils n'y arriveront pas. Donc 90 000 hommes affrontent César, qui va les battre avec ses 50 000. Dès lors, c'est un petit peu le début de la fin pour Vercingétorix, qui est obligé de s'enfermer à Alésia. La ville est un oppidum encore plus imprenable a priori que Gergovie, mais le seul défi vraiment, c'est que Gergovie était un oppidum qui bénéficiait de points d'eau qui permettait effectivement de boire et de se nourrir et qui avait des réserves, alors qu'Alésia s'est fait dans la hâte, il n'y a pas de point d'eau, voilà, il va mourir de faim, il n'y a pas de réserve de nourriture, et au bout de 40 jours de siège, ses troupes étant en train de mourir de faim, les armées gauloises enfin arrivées lancent des attaques, mais ce sont des attaques qui ne réussissent pas. Le siège n'est pas brisé, et finalement, Vercingétorix envoie des négociateurs pour traiter de la reddition. César aurait répondu en exigeant la livraison des armes et des chefs, et, comment dirais-je, la livraison, bien sûr, que Vercingétorix lui soit livré à tout prix. On jette les armes, alors, dans l'historiographie qu'on connaît très bien, on voit Vercingétorix s'approcher, certains films vont même jusqu'à, certaines séries sont même jusqu'à imaginer qu'il jetait ses armes, puis qu'il se déshabillait, qu'il se prosternait au pied de César entièrement nu. Toujours est-il qu'effectivement il jette ses armes, il se rend au chef romain. C'est la fin de la rébellion de Vercingétorix et du peuple gaulois. Jules César va l'exhiber comme un trophée, après avoir guerroyé quelques années encore en Gaule. Il va l'exhiber comme un trophée, et c'est le symbole de sa longue campagne militaire qui est un véritable succès. Vercingétorix est maintenu prisonnier, vraisemblablement dans les geôles du Tullianum, jusqu'au triomphe de César,
soit entre août et septembre de 46, c'est-à-dire donc entre 52 et 46, pendant 6 ans, il est dans les geôles de Tullianum. Il faut cependant considérer cette version avec prudence. Rome n'avait pas l'habitude de maltraiter les chefs vaincus, surtout avant les triomphes. Au contraire, on avait besoin de les avoir, que le peuple les voyait en bonne santé, pour que le peuple voie que leur chef, à eux, avait vaincu un homme en pleine possession de ses moyens et au sommet de sa prestance et de sa richesse. Lors du défilé, les chefs vaincus par le général défilaient à la suite des membres du Sénat. Il était d'usage de les exécuter à l'issue de ce triomphe. Donc Vercingétorix est exhibé à cette occasion, traîné, enchaîné derrière le char de César, mais aucun historien contemporain de César ne mentionne l'exécution de l'Arverne. On a peut-être douté dès l'Antiquité de sa mise à mort, et on a pensé que Vercingétorix avait bénéficié, comme son prédécesseur, le roi des Arvernes Bituites, d'un régime de liberté. Il aurait vécu ces dernières années dans une villa et non pas dans un cachot, pour finir exécuté malgré tout, sous la pression du Sénat contre la volonté de tuer César. Le fait est, César avait tendance à pardonner assez facilement. Le problème n'était pas le pardon de César, c'était que lorsque César décidait que le pardon n'était plus possible, là il n'y avait plus moyen de faire revenir en arrière. Je rappelle que pendant les guerres contre Pompée, par exemple, les principaux généraux de César, de Pompée, qui avaient été battus par César, ont bénéficié à peu près tous de la mansuétude de César, aux grandes dames d'ailleurs des généraux, que ce soit Marc-Antoine ou Labienus, qui était fou furieux, parce que César permettait à ses anciens ennemis de reprendre leur position, leur possession dans Rome. Et c'est ainsi, par exemple, que son fils adoptif, que César adorait particulièrement, mais qui avait plutôt pris le parti des républicains contre lui pendant la révolte de Pompée, César lui a permis de revenir, et mal lui en a pris, puisqu'il participera à l'assassinat de César pendant les ides de mars. Et il est important de rappeler la culture et la clairvoyance dont faisaient preuve ces deux hommes qui s'admiraient mutuellement, d'où leur probable amitié. Ça, je doute un tout petit peu de cette version, même s'il considère que la nécessité politique a pris pas sur toute autre considération. Il ne faut pas oublier que Vercingétorix bénéficiait chez les Gaulois d'une image absolument phénoménale. César ne pouvait pas se permettre de laisser cet ennemi emblématique vivre, avec le risque qu'il s'enfuit et qu'il reprenne et qu'il relève le flambeau de la révolte. Donc, qu'il le laisse ensuite se faire étrangler dans sa prison, c'est tout à fait possible. Mais par cette mort discrète, il a effacé le destin héroïque du chef. La version classique, telle qu'elle est enseignée dans les manuels d'histoire, reprend quant à elle la théorie d'une longue agonie, d'une mort de faim, dans un cul de batte-sauce, son corps étant ensuite exposé publiquement dans l'escalier d'hégémonie avant d'être jeté dans le Tibre. Difficile de choisir entre l'image épinale et le vrai visage. Ce qui semble évident, et ce qui est en fait un personnage hors du commun, ce ne sont ni ses capacités militaires, ni sa jeunesse, ni même son épopée météore. Non, dans ces cas, il paraît assez, dans les deux cas d'ailleurs, que ce soit l'image épinale ou le vrai visage, il paraissait assez évident que Vercingétorix fut avant tout un chef, mais un chef qui finira par se sacrifier pour sauver son peuple. Et c'est d'autant plus beau, entre guillemets, que ce sacrifice est totalement inutile, puisque très vite, et peut-être même déjà au moment de la mort de Vercingétorix, on ne parle plus de peuple celte ou gaulois, mais on parle déjà de gallo-romains.